Bonjour à toutes et à tous. Un grand plaisir de se retrouver donc pour cette cette deuxième session de la journée donc pour nos rencontres européennes et la première journée en numérique. Le plaisir donc de vous présenter cet atelier très très brièvement. Je laisse la parole, hein. L'idée c'est évidemment pas de la monopoliser. Donc c'est sur les nouvelles dispositions de la loi Industrie verte en termes de participation. Je cède la parole au CGDD. On reprendra le petit message de fin à l'issue de l'atelier. Et concernant les règles pour l'atelier, je laisse aussi le CGDD présenter la manière de procéder pour cet atelier. Je vous laisse. À tout à l'heure. Bon Merci. atelier. Merci beaucoup pour cette petite introduction. Et donc, très rapidement, puisqu'après, on va attaquer le contenu de l'atelier. Juste pour me présenter, je suis David Cato, je suis adjoint sous-directeur au Commissariat général au développement durable, donc, qui est une des directions du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Je suis dans les bureaux de la défense du ministère avec Isabelle Maupillier, qui est chef du bureau au CGDD et qui a particulièrement suivi cette réforme, qui va vous en présenter une partie, ainsi qu'avec Marie Beau, une collègue de la Direction générale de la prévention des risques, pour tout échange ou question dans le cadre de la présentation. Alors, cette présentation, elle vise à vous présenter les principales dispositions de la loi Industrie verte en matière de participation, autour de deux dispositions, l'une sur la consultation parallélisée dans le cadre de l'autorisation environnementale, donc une bonne procédure alternative à l'enquête publique, qui est l'un des articles de cette loi, et également les nouvelles modalités de débat public à l'échelle de territoire, qui est un autre article de la loi. Donc, pour ce faire, la présentation de cet atelier se fera en trois temps. Tout d'abord, côté ministère, nous allons vous présenter les principales dispositions de la loi. Ce sera Isabelle et Charlotte Solou qui présenteront les principales modalités. Et on aura ensuite un temps de réponse aux questions que vous auriez à nous poser à ce sujet. Et nous passerons ensuite la parole à Marie-Céline Battesti pour la CNCE sur les aspects relatifs à la fameuse consultation parallélisée que j'évoquais à l'instant. Et là aussi, avec un temps de présentation et de questions-réponses. Et enfin, dernier temps de cet atelier, une présentation de la CNDP avec, je vois Patrick de Ronzier en ligne, mais vous serez deux, je crois. Audrey Richard Ferruggi, oui, qui est délégué régional Voilà, du CNDP merci. également. Oui, Excusez-moi. bonjour. Et qui présenteront donc les nouvelles modalités en matière de débat public, expérience et le point de vue de la CNDP à ce sujet, avec là aussi un temps de questions-réponses. Pour la modalité de questions-réponses, justement, comme nous sommes nombreux, nous allons privilégier les questions dans le chat. Donc, pour toute question pendant les présentations, merci de les mettre dans le chat sur Zoom et nous efforcerons d'y répondre autant que possible dans le temps qui nous est imparti. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour le mot introductif. Donc, je vais laisser la parole d'abord à mes collègues, à Isabelle et Charlotte, pour la présentation des principales dispositions de la loi. Et il y a un PowerPoint à l'appui qui va éclairer le propos. Ça, je crois que c'est les C'est collègues. Gaspard, je crois. Voilà. Super, merci. Je m'occupe de ça, je suis sur les deux écrans à la fois. Ok. Pour l'instant, c'est noir. Oui, pour l'instant, c'est. Pas de problème. En fait, c'est parce que je suis en plein écran. Je vous prie de me laisser quelques petites secondes. Pas de problème. Alors, normalement, on est bon. J'envoie le On diaporama. voit quelque chose. Et voilà. On est sur la première slide. Donc, je pense que vous pouvez passer à la vente et. Hop. Oui, oui, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à me faire signe. Allez-y, hein. Voilà. Stop. Oui, non, c'est bon, tu l'as dit ça, David. Donc, oui, vous pouvez passer à la slide suivante. La suivante. Donc, oui, juste un petit point très, très rapide
rapide sur, on ne va pas vous parler de la loi industrie verte dans son ensemble, évidemment, mais cette loi, elle a été promulguée le 23 octobre 2023 et comme l'a dit David tout à l'heure, il y a deux principales mesures qui concernent la participation du public. Euh, une qui concerne la phase amont, c'est-à-dire bon, la phase, vous savez, dans le Code de l'environnement, donc il y a la phase amont avec le débat public et la concertation préalable, et la phase aval, enfin ce que nous on appelle phase amont et phase aval en tout cas, la phase aval qui intervient au stade de l'autorisation des projets ou de l'adoption des plans programmes et qui se matérialise par aujourd'hui soit une enquête publique, soit une participation du public par voie électronique. Et donc, la loi industrie verte prévoit deux mesures concernant la participation. D'une part, la création, la possibilité de recourir à un débat public global ou une concertation préalable globale sur un même territoire. Et d'autre part, la création d'une nouvelle procédure de consultation du public en phase aval, mais uniquement dans le cadre de la procédure d'autorisation environnementale, donc qui concerne notamment les projets ICPE ou IOTA, donc soumis à la loi sur l'eau, et aussi les projets miniers. Donc, vous pouvez passer, Gaspard. Euh, vous, vous pouvez passer la slide suivante. Voilà, donc je vais laisser la parole à Charlotte pour vous présenter dans un premier temps les dispositions débat public global et je reviendrai ensuite pour vous parler de la participation du public dans le cadre de l'autorisation environnementale. Bonjour, merci beaucoup. Donc, Charlotte Solou, chargée de mission au sein du bureau d'Isabelle, et moi, je m'occupe particulièrement de la participation du public amont. Donc, cette nouvelle procédure concerne la phase amont. La phase amont, c'est le moment où toutes les options sont encore ouvertes dans le cadre du projet et là où la CNDP intervient. Donc, avant de présenter cette nouvelle procédure, je trouvais qu'il était quand même important de revenir sur la saisine obligatoire de la CNDP. Donc, l'article L121-8, grand 1 du Code de l'environnement prévoit que certaines catégories de projets d'aménagement ou d'équipement doivent obligatoirement faire l'objet d'une saisine de la CNDP. Donc, quels sont les projets concernés? Les catégories sont précisées dans l'article R121-2 du Code de l'environnement. Et ce sont les projets qui dépassent des seuils et critères fixés en Conseil d'État, donc vraiment en fonction du type de projet. Par exemple, pour les équipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques, dont le coût des projets est supérieur à 460 millions d'euros. Il y aura donc une saisine obligatoire de la CNDP. Donc les conséquences de cette saisine, c'est qu'une fois saisie, la CNDP devra se prononcer dans un délai de 2 mois sur la procédure de participation du public qu'elle imposera au maître d'ouvrage, parmi donc soit le débat public, la concertation préalable, ou alors aucune des deux procédures. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc le débat public et la concertation préalable globale, la loi Industrie verte donc, a créé ce nouveau dispositif, son article 5 le plus particulièrement, qui est codifié donc, à l'article L121-8-2. Donc, le dispositif concerne plusieurs projets d'aménagement ou d'équipement qui relèvent donc, de la saisine obligatoire de la CNDP que je viens de vous présenter et qui sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des 8 années à venir. Alors bon, ça a un peu sauté là sur le diaporama, mais il y a une petite flèche. Il est possible de demander dans ce cas-là qu'un débat public global ou une concertation préalable globale soit organisée donc sur demande de la personne publique à la CNDP. Donc l'effet de ce débat public global ou de cette concertation préalable globale, c'est que tous les projets sur le même territoire et cohérents avec sa vocation envisagée au moment de la demande et les projets envisagés ultérieurement dans les 8 ans pourront faire l'objet d'une dispense de débat public propre ou de concertation propre. Néanmoins, la loi prévoit une possibilité de rattrapage de la CNDP qui peut décider, donc, si elle l'estime nécessaire pour certains projets, de ne pas intégrer certains projets à la procédure globalisée et d'organiser donc un débat public ou une concertation préalable propre pour tel ou tel projet.
Donc, je vous ai mis une image du grand port maritime de Dunkerque parce que typiquement, ce serait sur ce type d'endroit-là que pourrait s'appliquer la procédure de débat public global. Voilà. Et donc, c'était très rapide parce que je laisse la parole à Isabelle, donc, qui va vous présenter la deuxième procédure instituée par la loi. Merci. Et après, on pourra bien sûr revenir là-dessus si vous avez des questions à poser. Donc, effectivement, la deuxième évolution de la loi Industrie verte en matière de participation du public, c'est donc la nouvelle forme de participation dans le cadre de l'autorisation environnementale. Et en fait, cette proposition, enfin cette évolution, elle est issue du rapport Guillot, qui date de mars 2022, qui avait pour objectif de proposer des évolutions pour simplifier et accélérer les implantations d'activités économiques en France. Et parmi les propositions, il y avait la proposition numéro 7 qui proposait d'anticiper l'enquête publique en l'initiant à l'issue d'une seule étude de recevabilité du dossier à deux fins. D'une part, pour renforcer la participation effective du public à la procédure d'autorisation et en, en accélérant la procédure puisqu'il s'agissait de ramener les délais à 6 mois et demi. Donc, c'était une proposition du rapport Guillot qui a été retranscrite, enfin en tout cas traduite, vous pouvez passer Gaspard à la suivante, dans l'article 4 de la loi Industrie verte, qui prévoit deux mesures principales. D'une part, la fusion des phases de consultation et d'examen de la procédure d'autorisation environnementale, puisqu'avant, on avait une phase d'examen, une phase de consultation et ensuite une phase de décision. Et là, les deux premières phases sont fusionnées. Je vais vous le préciser. Non, je suis encore sur la slide précédente. Et la deuxième, la deuxième mesure, c'est la mise en œuvre d'une nouvelle procédure de consultation du public, donc toujours dans le cadre de l'autorisation environnementale, qui est une procédure hybride entre l'enquête publique et la participation du public par voie électronique. Voilà. Cette fois, vous pouvez passer. Donc là, on vous a remis un petit schéma. Alors, pardon, qui n'est pas... enfin, si ça a l'air d'aller. Je pensais que c'était pas très clair, enfin, pas très net. Donc, juste pour vous montrer le avant-après. Donc, comme je vous le disais, avant, la procédure d'autorisation environnementale se déroulait en trois phases. Phase d'examen, phase de consultation du public et phase de décision. La phase de consultation du public se traduisant jusqu'à présent soit par l'enquête publique, soit par la participation du public par voie électronique. Et ensuite, on passait donc à la phase de décision. Et après la phase de 1, 2, 3, après la loi Industrie verte, pardon, on n'applique que deux phases, la phase d'examen et de consultation, et ensuite la phase de décision. Donc, vous pouvez passer. Donc, concrètement, les spécificités de cette nouvelle procédure de consultation du public, c'est justement que les différentes consultations et l'instruction par les services, tout ça est parallélisé. Tout ça va intervenir en même temps. Donc, on aura à la fois les consultations des différentes instances, par exemple les collectivités territoriales intéressées ou encore l'autorité environnementale, en même temps la consultation du public et en même temps l'instruction par les services. Donc, en fait, les différents avis vont être joints au dossier de consultation au fur et à mesure. Le dossier, de ce fait, va évoluer au fil de l'instruction et des consultations. Donc, on n'a pas un dossier définitif lorsque la consultation s'ouvre. Et alors, ce que je voulais préciser aussi par rapport à l'avis de l'autorité environnementale, puisque cet avis est quand même un avis important pour éclairer le public sur les enjeux environnementaux du projet. En fait, là, l'autorité environnementale va être saisie au début au lancement de la procédure de consultation.
Cette procédure de consultation dure 3 mois et l'autorité environnementale a 2 mois pour rendre son avis. Donc, par conséquent, l'avis de l'autorité environnementale ne sera pas disponible dans les 2 premiers mois de la consultation, sauf si elle rend son avis avant les mois qui lui sont impartis, mais cet avis sera dans le dossier de consultation au cours du dernier mois de la consultation. Donc, comme je vous le disais, c'est un format hybride, puisque la consultation va être organisée selon les modalités de la participation du public par voie électronique, donc qui est prévue au web 123-19 du Code de l'environnement. Mais cette consultation va être conduite par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Alors, vous pouvez passer, Gaspard. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement les différentes étapes de la procédure pour que vous voyez à peu près comment ça va se passer. Donc, dès que le dossier de demande va être déposé, l'autorité compétente pour autoriser le projet va saisir tout de suite le président du tribunal administratif pour qu'il désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et qu'il désigne aussi un ou des suppléants. Ça, c'est une nouveauté de la loi accélération des énergies renouvelables, puisque dorénavant, le suppléant sera nommé en même temps que le commissaire enquêteur. Donc, ça permettra de gagner du temps en cas d'empêchement du commissaire enquêteur, puisque le suppléant, lui, prendra sa suite aussitôt. Le président du tribunal administratif a 15 jours, bon ça c'est déjà le cas aujourd'hui pour l'enquête publique, a 15 jours pour nommer le commissaire enquêteur et son suppléant, ou la commission d'enquête. Et ensuite, la prochaine étape, c'est la publication de l'avis d'ouverture qui doit intervenir 15 jours au moins avant l'ouverture de la consultation. Voilà, donc cette consultation va durer 3 mois. Et ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est qu'elle ne peut pas débuter si le dossier n'a pas été jugé complet et régulier. Donc, en amont de la phase d'examen et de consultation, il va y avoir une phase de recevabilité par les services qui vont vérifier la complétude et la régularité du dossier et qui vont, le cas échéant, demander des compléments aux porteurs de projet, ce qui fait que quand le public va être consulté, le dossier sera complet et régulier. Et donc, c'est la même chose pour l'autorité environnementale qui sera saisie sur un dossier complet et régulier. Donc, on aura une réunion d'ouverture dans les 15 premiers jours. Je vous l'ai déjà dit, l'avis de l'autorité environnementale qui sera au plus tard à partir du 3e mois de la consultation et une réunion de clôture dans les 15 derniers jours. Vous pouvez passer. Ensuite, à partir de la clôture de la consultation, le commissaire enquêteur aura 3 semaines pour remettre son rapport et ses conclusions. Si jamais il ne respecte pas ce délai de 3 semaines, ce sera les services, en fait, les services de l'État devront prendre la suite pour faire une synthèse de la participation du public. Puisqu'en fait, la particularité de cette nouvelle procédure, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de prolonger la procédure. Donc forcément, en fait, il a fallu prévoir dans le projet de décret, où je ne vous ai pas dit, je veux bien que vous reveniez juste avant, Gaspard, je me demande si je n'ai pas oublié un... oui, non, restez là, restez sur cette slide de 2 minutes. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que bon, tout ça, tout ce qu'on a mis là dans les slides sont quasiment c'est que des dispositions qui sont dans la loi. Le projet de décret est passé au Conseil d'État et devrait sortir normalement. Tu voulais dire quelque chose? Oui, avant les... Avant les élections, avant le 2e tour. Voilà. Donc, en tout cas, on espère parce que la loi
La loi entre en vigueur le 24 octobre. Donc, l'idée, c'était d'avoir un décret avant cette date, parce que sans décret, c'est quand même un peu compliqué d'appliquer cette loi. Donc, je ferme la parenthèse. Sur la remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, ce qu'il faut savoir, c'est que on a bien toujours, comme dans l'enquête publique, un rapport et des conclusions. En revanche, on n'aura plus l'avis favorable, défavorable ou favorable avec réserve du commissaire enquêteur. Voilà, ça c'est une nouveauté de la, de la loi. Enfin, c'est plutôt le décret en réalité, puisque ça c'est des dispositions qui sont prévues par, par décret. Et donc la réception du rapport et des conclusions ou l'expiration du délai de 3 semaines met fin à la phase d'examen et de consultation et ouvre la phase de décision. Vous pouvez passer, Gaspard. Donc là, on vous a mis un petit schéma pour que vous voyez un peu comment tout cela va s'organiser. Donc on pourra peut-être y revenir après au moment des questions si, voilà, si tout n'est pas parfaitement clair. On peut passer à la suivante. Alors, une précision sur l'articulation avec l'autorisation d'urbanisme. Ça, c'est important parce que la loi prévoit que lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été déposée, donc pour le même projet, bien entendu, et que la participation du public au titre de ce permis de construire ou permis d'aménager n'a pas encore été organisée, à ce moment-là, c'est la consultation de l'autorisation environnementale, c'est-à-dire cette nouvelle consultation, qui va tenir lieu de la consultation autorisation d'urbanisme. Donc, on aura une seule procédure de consultation qui vaudra aussi pour l'autorisation d'urbanisme. Alors, sous réserve, bien sûr, que la demande de permis de construire ou de PA ait déjà été déposée au moment où on va lancer cette participation. Et ensuite, deuxième point à souligner, donc, cette nouvelle procédure de consultation qu'on appelle, nous, consultation industrie verte, c'est vraiment la nouvelle règle dans le cadre de l'autorisation environnementale. Il y a quand même deux cas particuliers, là j'en ai mis qu'un, mais il y en a un deuxième. C'est l'enquête publique unique qui est maintenue, parce que si le projet requiert par ailleurs une enquête publique pour une autre décision, par exemple, ça peut être une déclaration d'utilité publique, ou qu'est-ce qu'on avait identifié, je crois, une SUP, voilà, une servitude d'utilité publique. À ce moment-là, on passe par une enquête publique unique, c'est-à-dire qu'on reste sur la procédure classique d'enquête publique et on fait l'enquête publique à la fois pour autorisation environnementale et à la fois pour la déclaration d'utilité publique, si tout ça, évidemment, intervient au même moment. Donc, les dispositions de l'enquête publique unique, elles existent déjà, elles sont 3-6, mais en tout cas, ce qu'il fallait souligner, c'est que la consultation industrie verte n'écrase pas cette enquête publique unique lorsqu'elle est requise. Toutefois, le pétitionnaire peut demander une dérogation à l'enquête publique que le préfet va ou non lui accorder s'il considère que c'est préférable de faire une consultation industrie verte au stade d'autorisation environnementale et par exemple de garder l'enquête publique à côté pour la déclaration d'utilité publique. Et oui, on peut passer à la suivante. Donc là, lorsqu'il y a enquête publique unique, les choses vont être différentes puisqu'on va avoir une espèce de semi-parallélisation puisque l'enquête publique ne pourra pas commencer sans les différents avis, et notamment l'avis de l'autorité environnementale. Donc en fait, au moment où les services instructeurs ont les différents avis, notamment celui de l'AE, à ce moment-là, ils vont saisir le tribunal administratif pour désigner le commissaire enquêteur et l'enquête publique débutera donc avec l'ensemble des avis. Et donc là, on n'a pas une totale parallélisation des phases de consultation
du public et en tout cas du recueil des avis. Et les collectivités aussi, de la même façon. Autorité environnementale, collectivité, tout ça sera disponible dès le début de l'enquête publique. Et je voulais vous dire autre chose aussi. Ah oui, en fait, donc il y a le cas de l'enquête publique qui est maintenu, mais il y a aussi le cas de la participation du public par voie électronique. Parce que ça, alors je ne sais pas si tout le monde a en tête la façon dont le public est consulté lorsqu'un projet fait l'objet d'une évaluation environnementale. Mais ce qui se passe, c'est que lors de la première autorisation, l'étude d'impact va être jointe au dossier et le public va être consulté dans le cadre d'une enquête publique. Et ensuite, lors des autorisations ultérieures, si on doit actualiser l'étude d'impact, si toutes les incidences notables n'ont pas été analysées lors de la première autorisation, ensuite, lors des autorisations suivantes, on va procéder par participation du public par voie électronique, donc la PPV1, qui est un dispositif un peu plus léger que l'enquête publique. Donc ça, c'est maintenu. Donc si jamais il y a eu déjà une enquête publique, par exemple dans le cadre d'une DUP précédemment, au stade de l'autorisation environnementale, on pourra passer par la PPVE. Et donc à ce moment-là, on ne passera pas par la consultation, la nouvelle consultation industrie verte. Voilà. Donc j'ai terminé. Donc on peut répondre à vos questions à la fois sur le volet débat public global et autorisation environnementale, sachant que je pense que à la fois l'intervention de Marie-Céline Battesti et aussi de la CNDP permettront peut-être d'y voir un peu plus clair en pratique. Donc, si vous avez des questions qui portent vraiment sur le dispositif législatif, n'hésitez pas à les poser maintenant, on vous éclaire. Et puis sinon, après, on pourra aussi revenir dessus à l'issue des deux autres interventions. Ah, alors, le temps que je change de PowerPoint, j'ai Monsieur Vera de Francom qui demande si la présentation sera mise en ligne ou disponible. Oui, oui, on peut. Oui, elle peut est la- prévue pour être publique et Oh, si elle est transmise à par le biais décider d'ateliers ensemble. Voilà. Ouais, voilà, c'est Alors, on a super. une question. Ouais, on a une question sur le débat public global. Concrètement, qui décide de l'organisation d'un débat public global? Est-ce que cette décision intervient au moment de la saisine? Alors en fait, la loi prévoyait que la saisine de la CNDP pour demander l'organisation d'un débat public global revenait à une personne publique, sans préciser qui était cette personne publique. Donc ce qui est prévu dans le projet de décret, c'est que ça puisse être le préfet de département ou une collectivité territoriale lorsqu'il s'agit de projets d'aménagement qu'elle porte, puisqu'en fait, je ne sais plus, on a dû le préciser, hein, mais le débat public global, c'est à la fois pour des projets d'équipement industriel et des projets d'aménagement. Et on a également prévu qu'il puisse y avoir une saisine conjointe par ces deux personnes publiques. Donc, cette demande est faite à la CNDP et la CNDP peut décider d'organiser ce débat public global ou bien recourir à une concertation préalable globale si elle considère que c'est suffisant. Et elle peut, en revanche, si elle voit que les projets sont vraiment trop incertains, trop immatures pour faire partie de ce débat public global, elle peut considérer qu'elle les écarte de ce débat public global et à ce moment-là, ces projets tombent dans le champ du droit commun habituel et donc saisir la CNDP comme ils le font d'habitude selon les dispositions qui sont d'ores et déjà applicables aujourd'hui. Alors, je crois qu'il y a une autre question, cette fois-ci plutôt sur la partie aval. Une différence sur les contradictions éventuelles entre examen et consultation, notamment l'avis de l'AE, puisqu'il arrive plus tard ou bien tard. Voilà. Comment ces contradictions seront
est-ce que ce sera par le commissaire enquêteur? Est-ce que je peux te laisser Oui. répondre, Marie? Éventuelle, contradiction éventuelle entre l'examen et la consultation. Bonjour, à toutes et tous. Alors, concernant la question sur les contradictions entre la phase d'examen et de consultation, qui comprend notamment l'avis de l'autorité environnementale, puisqu'il arrive bien tard. Alors, juste pour rappel, donc au moment où le dossier il est déclaré complet et régulier, commence la phase d'examen et de consultation. À partir de ce moment-là, les services vont consulter, comme vous l'a expliqué Isabelle Maupilier, toutes les instances obligatoires, et notamment l'autorité environnementale si le projet est soumis à évaluation environnementale. Et le Code de l'environnement prévoit que l'autorité environnementale doit rendre son avis dans le délai de 2 mois. Donc cela veut dire que lorsque l'autorité environnementale aura transmis son avis, il restera au moins 1 mois encore de consultation, ce qui permet, in fine, au public d'en prendre connaissance finalement dans le même délai qu'actuellement, puisque Les services instructeurs et aussi. les services instructeurs également. Donc, si vous voulez, ça n'empêchera pas à l'autorité environnementale de se rapprocher des services instructeurs pour avoir des informations complémentaires qui ne seraient pas publiées sur le site de la consultation. Pour autant, elle peut très bien se rapprocher des services pour avoir un avis suffisamment éclairé. Voilà, et donc de toute façon, il restera toujours 1 mois au public pour prendre en compte, pour prendre connaissance de l'avis de l'autorité environnementale. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas d'arbitrage de la part du commissaire enquêteur sur cette étape-là. Et j'ajoute que l'autorité compétente pour autoriser est ensuite tenue de prendre en compte l'avis de l'autorité environnementale. Tout à fait. Donc, Tout à fait. voilà. Cet Et notamment arbitrage, via des prescriptions Oui. si c'est nécessaire. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Ok. Oui, de l'arbitrage se fait en tous les cas au moment de la phase de décision Par le préfet. par le préfet. Enfin, par l'autorité compétente, mais pas par le commissaire enquêteur. Voilà. Ah oui, il n'y aura donc pas de mémoire en réponse. Alors, si. Alors, ouais. Tu veux le dire? Vas-y. Vas-y si tu veux. Non, c'est bon. En fait, alors, la réponse du maître d'ouvrage à l'avis de l'AE, effectivement, n'est plus présent là dans la procédure d'autorisation environnementale. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus, mais effectivement, ce n'est plus un prérequis pour passer à l'étape suivante. En revanche, dans les dispositions relatives à l'évaluation environnementale, il est bien toujours là. Donc, cette réponse à l'avis de l'AE devrait être publiée. C'est l'article 122-1, je crois, j'ai un trou. Mais effectivement, voilà, il n'apparaît plus dans la procédure. C'est-à-dire que en fait, la réponse du maître d'ouvrage ne sera plus un élément bloquant pour continuer la procédure. Pour autant, la réponse reste publique et transmise aux autorités. Ne pas oublier qu'il y a quand même une réunion de fin à la fin de la consultation Industrie verte qui permet déjà au maître d'ouvrage d'apporter de premiers éléments de réponse à l'avis de l'autorité environnementale. Ce n'est pas le mémoire en réponse formellement prévu, mais en tout cas, dans cette réunion conclusive, le maître d'ouvrage pourra déjà réagir et apporter des éléments contradictoires ou des précisions dans le cadre de cette ultime réunion. Tout à fait. Ça pas ensuite le mémoire d'être publié et transmis à l'autorité compétente. Voilà, et comme le mentionne Monsieur Cato, les réponses qui seront apportées par le pétitionnaire jusqu'à la réunion de clôture, elles feront partie du dossier. Je ne sais pas dans quel côté regardez, mais elles feront partie du dossier. Alors, je crois que je vous tourne le dos, alors je suis désolée, c'est comme ça qu'il faut regarder. De toute façon, tu es très loin, donc je ne suis pas sûre qu'on te voit. Je vois qu'il y a une question sur la phase amont. Il y en a deux même. Ouais. Alors,
les projets relevant des choix intermédiaires de saisine de la CNDP L121.8.2 ne pourront pas faire l'objet de débats consultation globale. Alors effectivement, la loi, en fait, a bien, enfin, le périmètre du débat public global, c'est bien les projets du L121.8.1, c'est-à-dire les projets qui relèvent de la saisine obligatoire de la CNDP. Donc ça, c'est le périmètre qui est fixé par la loi, donc le décret reste là-dessus. Et une ultime question. J'avais Oui, juste un Charlotte. petit détail, et c'est ce que la CNDP avait relevé, notamment pour le rapport de Fos sur mer. Dans le rapport, la CNDP avait conseillé quand même de signaler à la CNDP, dans le cadre de la saisine pour débat public global ou concertation globale, de quand même signaler les projets qui seraient en dessous le seuil de la saisine obligatoire. Toutefois, la loi ne prévoit pas qu'ils soient intégrés. Mais c'est juste que, enfin, un titre d'information, ça peut quand même être utile. Alors, je vois qu'il y a une ultime question sur la participation du public en amont, sur les évolutions du dossier de saisine et sur Ça, c'est l'aval, hein. chaque projet devrait-il faire l'objet d'un dossier à l'intérieur du dossier J'ai cru global. que c'était, oui, d'accord. Je ne comprenais pas la question, mais en fait, oui, c'est sur le débat public Oui. global. Chaque projet devra-t-il faire l'objet? En fait, non, ce qui va se passer, c'est que les porteurs de projets vont transmettre à la personne publique, soit le préfet, soit une collectivité, ou va transmettre les éléments pour que la personne publique puisse transmettre à la CNDP un dossier global qui comprend bien toutes les informations sur les différents. Sachant qu'il y aura des projets. éléments un peu de synthèse pour le territoire concerné qui seront, je dirais, concaténés, regroupés et préparés par la personne publique. Mais en tout cas, chaque projet fera l'objet d'un dossier, un sous-dossier spécifique dans un dossier global. Alors, plus de questions, il est 15h10. Peut-être qu'on va laisser la parole à Marie-Céline Battesti pour la deuxième présentation, et puis on pourra y revenir sur ces points si vous avez des questions ultérieurement. Marie-Céline, je te laisse la Ok, parole. ouais, très bien. Merci. Alors, on va passer à le début et puis on va faire un point ensemble sur comment nous, à la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, on sent les choses. Parce qu'en effet, vous avez vu que c'était des dispositions qui ont été prises, mais dont l'application est à venir. Donc, nous, on anticipe, on se dit que les premières procédures d'autorisation environnementale qui passeront là-dedans seront sur la fin de l'année 2024, début 2025. Donc, on va faire un point là-dessus. Juste pour vous représenter ce qu'est la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, donc c'est une fédération d'associations. On a 44 compagnies locales dans tous les territoires, que ce soit en métropole et en outre-mer. Et si je voulais vous rappeler ça en introduction, c'est aussi pour vous dire que toutes ces associations, et notamment la Compagnie nationale, sont aussi des centres de ressources et sont à votre disposition si vous avez des questions. Et je pense que sur ces nouvelles dispositions relatives à l'industrie verte, il va falloir qu'on reste tous et toutes beaucoup en contact pour échanger sur les pratiques et la façon dont on va vivre finalement cette nouvelle procédure de participation. On peut passer. Parce qu'en effet, c'est bien dans l'ADN de la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, notamment de contribuer à ce qui peut favoriser la participation du public. Donc là, on est pile dans le champ et on s'y prépare. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter. On vous redonnera toutes nos coordonnées, mais on est centre de ressources. Sur la loi industrie verte, ses grands objectifs, en effet, c'était comment finalement réindustrialiser la France, qu'elle soit compétitive, et puis encourager la prise en compte des aspects environnementaux dans les éléments de la commande publique. Et il y a aussi une question de soutien au financement de l'industrie verte et de la rénovation, notamment de la réinvestigation des friches industrielles. Donc c'est vrai que l'industrie verte couvre un champ beaucoup plus large que seulement le champ de la participation. Passer. En tout cas, ce qui va changer clairement et ce qui a été exposé avant, c'est que aujourd'hui, tous les projets qui passent actuellement par la phase d'autorisation environnementale vont faire l'objet d'un changement de procédure et donc d'une parallélisation, sauf les projets
qui par ailleurs font l'objet d'une autre autorisation qui nécessite une enquête publique. Mais donc, ça va toucher, à notre sens, à un champ assez large aujourd'hui de projets, quels que soient finalement les porteurs, que ce soit des porteurs privés ou des collectivités. Donc, on va se retrouver avec cette nouvelle procédure de consultation pour un champ assez élargi. Comme il a été rappelé, la loi Industrie verte, elle s'est largement inspirée du rapport de Laurent Guillot sur l'accélération de la réindustrialisation. Et comme il a été très très bien dit, une des propositions du rapport, ça avait été justement de paralléliser les phases d'instruction et de consultation du public sous la forme d'une enquête publique. Sauf que, en effet, les rédacteurs ont décidé de faire autrement et qu'on a bien encore, je dis encore, une nouvelle procédure qui arrive en gros dans le spectre aujourd'hui des procédures possibles en matière de participation et notamment en phase aval avec cette nouvelle procédure de consultation. Alors c'est vrai que il va falloir tous certainement qu'on soit bien attentifs et qu'on s'y retrouve entre les différences de délai et les différentes modalités qui peuvent aujourd'hui avoir trait à la participation, parce qu'au-delà de l'enquête publique, qui était le socle un peu historique, qui était maîtrisé par les porteurs de projets en termes de délai, et qui, peu ou prou, était quand même une procédure que le public arrivait à visualiser, bah, entre les participations du public par voie électronique et maintenant la nouvelle procédure de consultation du public, avec tous des délais un peu différents, des modalités d'organisation différentes, sans compter toutes les dérogations qu'on a aussi actuellement dans différentes lois, on se retrouve quand même avec, pour le moment, nous, on trouve une complexification, en tout cas des procédures de participation vis-à-vis du public et des porteurs de projets. On se retrouve aussi avec des modalités différentes, on vous l'a dit, de publicité et d'information des citoyens, à savoir que sur cette procédure dite un peu hybride, à mi-chemin entre l'enquête publique et la participation du public par voie électronique, mais à mi-chemin encore que non. Mais en tout cas, les modalités de publicité sont des modalités de publicité quelque peu allégées par rapport à ce qu'on peut retrouver sur l'enquête publique. Donc, il faudra certainement être très attentif et qu'on ait tous à cœur de faire une bonne information pour que le public puisse participer à cette procédure de consultation. Cette procédure de consultation, elle est voulue aussi presque et essentiellement sous format numérique. Là aussi, donc, ça nous a posé beaucoup de questions parce que qui dit numérique dit forcément exclusion d'une partie de la population. Et donc, au niveau de la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, on souhaite, et j'espère que le décret nous donnera raison, mais du coup, on souhaite pouvoir poursuivre au-delà des 2 réunions publiques qui sont prévues, bah, de tenir des permanences, parce qu'aujourd'hui, c'est important aussi d'avoir une présence physique dans les territoires pour que le public puisse venir prendre connaissance d'un dossier et venir ben, justement dialoguer avec le commissaire enquêteur, notamment pour qu'il n'y ait pas de problème de fracture avec le volet numérique. On peut passer. Là, on vous a présenté comment allait se dérouler cette parallélisation des phases d'instruction et de participation du public. Alors, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête vont être désignés plus en amont. Donc, quelque part, ça donnera aussi une chance de dialoguer avec ce tiers qui accompagne cette procédure pour notamment ben, s'assurer que le dossier, sur sa forme, notamment, est accessible par le public. Donc, on trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'on soit désigné plus en amont parce que ça permettra d'avoir un dialogue plus nourri. Par contre, il est vrai qu'aujourd'hui, si pour une enquête publique, l'ouverture de l'enquête se fait en concertation avec le commissaire enquêteur, là, les textes sont un peu muets et je ne sais pas comment va se passer cette phase de dialogue ou comment elle va être entérinée avec l'autorité qui va organiser les choses. En tout cas, bah, nous, on sera attentifs, il est vrai, aux modalités de publicité et d'information de la population, de mise à disposition du dossier et de ses éléments. Donc ça, c'est une première différence, nous, qu'on a notée. Et après, bon, vous voyez que la parallélisation, elle va avoir des impacts aussi, certainement des impacts forts en matière de disponibilité des différents acteurs. J'entends par là que si aujourd'hui la procédure d'enquête publique est une procédure euh, qui n'est pas forcément très interactive au sens un peu comme vous voyez aujourd'hui dans des forums ou dans des réseaux, un peu question-réponse immédiate, puisqu'en fait le public vient, le commissaire enquêteur consigne tout ça, et puis finalement
toutes les réponses aux questions posées vont se retrouver plutôt à la fin dans le rapport du commissaire enquêteur. Là, il a été voulu par les rédacteurs de la loi quelque chose de plus interactif qui permette finalement aussi de faire peut-être évoluer à la marge, je pense, faire évoluer en tout cas le dossier, le projet du porteur de projet. Et donc, sur cette période d'interaction, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le public va pouvoir participer, des avis vont tomber au fur et à mesure qu'ils seront prêts, y compris l'avis ultra important de l'autorité environnementale lorsque ce dernier est requis. Mais il est vrai que on ne sait pas aujourd'hui comment va s'organiser ce dialogue finalement entre le public et le porteur de projet qui a toute l'attitude aujourd'hui normalement pour répondre au fur et à mesure différents éléments qui lui seront soumis, aussi bien, je pense, aux avis qui vont être reçus que aux observations du public. Et c'est cette volonté d'une meilleure interactivité, interaction qui a été aussi à l'origine de cette forme de parallélisation. Et nous, on se dit que le commissaire enquêteur, c'est le plus à même aujourd'hui de permettre d'organiser les débats. Alors aujourd'hui, le texte ne dit rien, mais en tout cas, on se dit que le commissaire enquêteur, il aura sûrement vocation à être un petit peu l'animateur ou du moins le pivot de ces discussions, tout simplement peut-être pour regrouper certains sujets et que les porteurs de projets ne soient pas en train d'essayer de répondre comme ça tout le temps à tout type de questions. De toute façon, je pense que ça va être compliqué pour eux de le faire. Et de la même façon, je pense qu'il sera important pour les commissaires enquêteurs d'être là aussi pour mettre en avant les réponses apportées, les points singuliers des avis qui vont être rendus, y compris les points qui seront à mettre en exergue au vu des éléments contenus dans l'avis de l'autorité environnementale. Donc, je pense que on va avoir un gros enjeu pour les commissaires enquêteurs. Et d'un côté, moi, je pense que ça va être l'occasion aussi pour nous de montrer aussi notre savoir-faire d'organisation des échanges et de mise en valeur pour le public des éléments qui seront apportés. Alors, certes, il y aura 2 réunions publiques obligatoires. On n'est pas certain que la première ne soit pas plus une réunion d'information, plus de présentation du projet, parce que c'est vrai que comme on n'aura pas tous les avis, etc., en tout cas, c'est une bonne chose que ces réunions deviennent obligatoires, parce que je pense que ce sont des bons moments de démocratie un peu sans filtre, et que la dernière réunion publique sera notamment l'occasion pour le public, notamment d'avoir un certain nombre de réponses. Donc ces 2 réunions, nous, on est très heureux de les voir se produire de façon obligatoire. À nous de les faire vivre ensemble collectivement et de faire que ça soit une vraie réussite. Donc on va avoir un enjeu quand même sur cette parallélisation. Ça va être un enjeu fort d'information pour le public et tous les acteurs. On aura 3 semaines pour rendre un rapport et des conclusions motivées. Certes, s'il a été dit que nous ne donnerions plus d'avis, c'est surtout que c'était la force de l'avis qui devait gêner quand même un certain nombre de choses. Et puis l'avis, vous savez que du commissaire enquêteur, il avait aussi une force, notamment dans le cadre de la Convention de la Russie, il avait une force de permettre un accès facilité à la justice. Alors là, il nous dit il n'y aura plus d'avis. En tout cas, nous, dans la pratique, on intervient quand même avant décision parce qu'il faut donner des éléments aux décideurs. Et donner des éléments aux décideurs, le décideur, à travers la façon dont on va motiver, nous, nos conclusions, il n'aura aucune difficulté, je pense, à sentir sur le fond quelle est la vie ou quelles sont les plus-values et les points de faiblesse d'un projet sur un territoire au regard de tout de tout ce qui aura pu nourrir cette phase de participation. Donc pour nous, il était important que les conclusions motivées soient maintenues parce que finalement, c'est le cœur du raisonnement et le cœur du réacteur quelque part aussi pour justement nos missions de commissaire enquêteur. Et donc, nous, on espère en tout cas, on s'engagera à rendre ça dans les délais parce que je ne sais pas comment un décideur va faire pour se décider s'il a juste une synthèse, tout comme dans le cadre des PVE. Donc, on a tout intérêt, nous, à bien rendre nos rapports et conclusions dans le temps et les délais impartis. On peut passer. Et ça remet un petit peu aussi en question, mais pas tout à fait. En tout cas, il va falloir qu'on s'organise parce que l'enquête publique, et là, la consultation du public, du moins les phases de participation à l'aval, elles ne sont pas déconnectées des phases de participation à l'amont. Elles s'en nourrissent. Et finalement, ce sont quelque part des moments de clôture qui viennent englober tout un processus de la vie du projet, de la vie de la participation qui a eu lieu. Et
on avait fait un gros travail avec la CNDP, la Commission nationale du débat public, pour justement dire, attention, ce ne sont pas des séquences isolées, mais tous ces moments de participation doivent bien être liés. Et donc, je pense qu'on aura un enjeu un petit peu différent de voir comment, en effet, quand il y a eu des regroupements ou que la concertation ou le débat ont eu lieu des années auparavant, comment on arrive encore, nous, acteurs de la participation, à faire que ça reste accessible pour le public et qu'on puisse avoir la mémoire des débats, un, pour pas tout reconstruire à chaque fois, mais deux aussi, pour que le public sache clairement où il en est du processus. Du coup, ça fait la transition avec nos collègues de la CNDP. Et puis, on est à votre disposition pour répondre à vos questions, bien sûr. Merci. Alors, la section questions est ouverte. N'hésitez pas à les envoyer dans le chat. Et moi, je vais lancer le diaporama de la CNDP. Marie-Céline, je ne sais pas si tu as une vue sur les questions. Je te transmets la première. J'ai essayé de faire. D'accord. Alors, elle est assez longue. Elle Bonjour, était le plutôt dossier. pour le ministère ou pour la Ah ouais, CNDP, mais oui, pour le ouais. ministère, je pense. C'est ce que j'observe. Alors, je vais laisser le CGDD répondre là-dessus, sachant Ah qu'elle oui, est tout à très fait. très précise. Oui, c'est effectivement une question qui s'adresse plutôt au ministère, même si cela se réfère à des annonces du ministère de l'économie qui, voilà, c'est mentionné dans la question, dans le dossier de presse sur un plan d'action de simplification, prévoyait de sortir des projets industriels du champ d'intervention de la CNDP. euh, voilà, en se référant à la loi Industrie verte et aux évolutions récentes. Euh, il a effectivement été évoqué la possibilité d'un décret qui ferait sortir les projets industriels du champ d'intervention de la CNDP. Pour l'instant, ce décret qui avait été proposé par le ministère de l'économie et des finances a été discuté, mais il n'est pour l'instant plus d'actualité au vu du contexte politique. Donc ces travaux, qui étaient annoncés peut-être de manière prématurée il y a quelques semaines, sont pour l'instant suspendus avec les élections actuelles. Voilà, dans le contexte politique actuel. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles à vous annoncer sur ce projet de décret qui est interrompu. Et donc, pour l'instant, les projets industriels sont toujours dans le champ de la CNDP. Il n'y a Et pas d'autres d'autres questions. questions plutôt pour Marie-Céline, Battesti. Sinon, on va laisser la parole à la CNDP et puis Ouais. le temps Ouais, je de pense on rattrapage. va passer, tout en sachant que nous, je pense qu'on commencera à avoir des réponses aux questions, mais que même nous nous posons quand on aura réalisé les premières procédures de nouvelles consultations. Mais donc, on reste à l'écoute, bien entendu, sur tous ces projets. Bonjour, merci beaucoup Marie-Céline. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais Audrey Ferrucci, je suis Patrick Duranzier, avec Audrey Richard Ferrucci, qui est garante et également déléguée régionale de la CNDP pour la région Occitanie, faire cette présentation. Voilà, sur la slide suivante, donc on va j'ai l'impression qu'il y a un panel d'auditeurs qui est assez spécialiste, mais ne le sachant pas et voyant qu'il y a pas mal de collectivités locales, voilà, j'ai fait une petite slide de rappeler qu'est-ce que c'est que la CNDP. La CNDP, donc c'est, vous savez, peut-être enfin, une autorité administrative indépendante. Voilà, donc c'est notre statut, ce qui est très important dans le domaine de la participation pour instaurer de la confiance. On est indépendant vis-à-vis de l'État, donc potentiellement porteur de projets, mais également voilà, des associations environnementales ou de tous ceux qui peuvent avoir un lien, avoir, se faire ou ne pas se faire un projet ou le voir modifié. Et donc, nous, notre fonction, c'est défendre un droit, c'est le droit qui est le droit de la participation du public, qui est également défendu par les gens de la CNCE, qui est d'être informé et de participer. Chaque citoyen a le droit d'être informé et de participer aux décisions
sur les projets qui ont un impact environnemental, hein. C'est la Convention d'Aarhus, c'est l'article 7 de la Charte de l'environnement, qui a une valeur constitutionnelle. Donc notre institution, avec un certain nombre d'ETP, elle encadre 300 collaborateurs, nous on les appelle des garants, donc qui interviennent en amont, ça a été dit, dans une phase où la loi le dit plus précisément, c'est plus facile d'interroger sur l'opportunité même des projets. Donc c'est un peu là qu'on a notre plus-value. Et donc voilà, on sélectionne nos garants pour qu'ils soient neutres et indépendants, et on leur confie les missions au cas par cas dès qu'il y a une mission de participation à réaliser. Nous avons donc, au-delà de ces garants, 18 délégués régionaux, hein, dans chaque région, et dont leur rôle, c'est de rencontrer les instances administratives, donc les préfets, les DREA qui travaillent sur les projets, les porteurs de projets, de les sensibiliser à leurs obligations, les inciter quand ils n'ont pas d'obligations, mais des possibilités de saisir la CNDP, parce que grosso modo, vous savez que sur les gros projets, plus les projets sont gros, plus on va vers une obligation de saisine de la CNDP, et plus ils sont petits, l'ensemble de tous les projets qui sont simplement dans le champ de l'évaluation environnementale peuvent, s'ils souhaitent, travailler avec nous et avec un garant pour organiser une concertation labellisée, entre guillemets, enfin sous l'égide, on va dire, de la CNDP pour avoir cette indépendance et créer ce climat de qualité et de confiance. Et puis les délégués vont, juste sur le diaporama, les délégués vont également promouvoir la culture de la participation et créer un réseau actif de personnes, notamment qu'on sollicitera quand on ira sur le terrain faire des concertations ou des débats. Le dernier point qui est sur cette slide, c'est que je voulais vous dire également que, donc, je l'ai dit, on est bien connu probablement sur des obligations qui existent pour les gros projets de saisir la CNDP. Pour les petits projets, c'est des facultés qui sont offertes au maître d'ouvrage. On est moins connu pour les missions conseils, on a quand même 25 ans, une institution qui a plus de 25 ans d'expérience, apporter des conseils. Et il y a une disposition législative particulière qui missionne la CNDP pour apporter des conseils. Dans ce cadre-là, effectivement, on missionne des collaborateurs qu'on prend en charge, hein, comme quand ils sont sur un vrai projet. Donc, c'est une intervention gratuite pour ceux qui me sollicitent, pour apporter des conseils et des réflexions en termes d'organisation de la participation. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on vous dit dans la slide suivante, c'est ce qu'on a fait pour ce cas particulier, puisqu'on était, dès le mois de juillet 2023, en discussion avec le territoire de Fos, sur lequel il y a beaucoup de projets donc là, qui se trouvent être industriels, qui sont en train de s'implanter sur ce territoire. Et on a utilisé donc, une mission de conseil pour intervenir en appui et préfigurer la déclinaison possible de ce que pourrait être cette mission sur un territoire qui a une vocation, donc ici industrielle, et avec une succession de projets qui arrivent, et comment donc on pourrait mettre en pratique cette possibilité offerte par la loi d'une saisine globale d'un ensemble de projets. On a vu dans le chat déjà un certain nombre de ces questions s'exprimer. Donc, après discussion de la CNDP avec le préfet du Bouches-du-Rhône, il a sollicité, donc en juillet 2023, une mission de conseil auprès de la CNDP. 3 garants ont été désignés, dont donc, Audrey Richard Ferrucci, qui est avec moi aujourd'hui et qui va faire état de l'expérimentation qu'on a fait, qui est fait l'objet d'un rendu public, d'un rapport qui est en ligne sur, je vous ai mis sur le site de la CNDP, et si vous pourrez aller le consulter. Et je signale également, parce que nous avons eu la même demande de la part du préfet des Hauts-de-France sur, ça a été mentionné tout à l'heure en début de l'exposé, la zone industrielle de Dunkerque, Dunkerquois. Et donc, on a lancé une mission, et Anne-Marie Royal, qui est également connectée d'ailleurs, est une des personnes en mission sur l'édiction de ce bilan, de cette mission de conseil, pardon, et qui reste à ce stade à rendre. Voilà. Autour des questions qui ont été déjà été posées, je vais laisser la parole à Audrey Ferrucci pour vous dire un petit peu comment concrètement la mission a travaillé et puis les quelques préconisations qui ont été édictées. Voilà. Merci Patrick. Donc effectivement, je vais dire quelques mots. Alors dans un temps rapide, mais le rapport est accessible de cette mission que j'ai pu faire avec Ginette Vastel et Étienne Balland. Donc peut-être on peut passer à la diapositive d'après, sachant que finalement on s'est posé au cours de la mission les mêmes questions, certaines qui sont venues dans le chat, qui portent un tel débat, comment évolue le dossier de saisine, voilà, quel territoire, donc je vais dire quelques mots sur ces différents points, mais peut-être une première question que j'en sais poser dans la mission de conseil, au fond, quelles attentes pour un débat global sur le territoire de Fos-sur-Mer. Alors évidemment, on est dans un contexte de multiplication des projets industriels, en particulier de décarbonation, avec la CNDP qui a déjà été saisie pour plusieurs projets.
Et également, on était sur un territoire avec une histoire riche en termes de concertation. Donc, c'était intéressant de se pencher à la fois sur l'expression du public dans ces concertations précédentes et également dans les concertations qui étaient en cours pendant notre mission. Premier constat que l'on a partagé, un premier tour qui a donné lieu à une recommandation, c'est que l'on a constaté des attentes fortes du public pour débattre des différentes visions du territoire et de son avenir avant de décider des projets. Alors là, une seule citation qui date des entretiens de préparation du débat public sur la liaison routière Fos-Salon, c'était en 2019. Mais si je prends cette citation, au fond, elle est un peu représentative de choses qui sont revenues ensuite régulièrement dans les concertations suivantes. Voilà, ce projet pose la question de l'avenir du territoire. Donc, une demande forte du public, non seulement de débattre de l'avenir du territoire, mais aussi, et dans la même perspective, de replacer les projets dans un ensemble, c'est-à-dire de questionner la cohérence des politiques publiques sur les territoires, politiques publiques qui concernent l'économie, l'environnement, mais également la santé, par exemple, la fosse avec des gros enjeux de qualité de l'air, de santé, et questionner l'impact cumulé des projets. Et ça, c'était une demande forte du public, réitérée, régulière. Donc, notre première, finalement, recommandation des garants, c'est de dire, au fond, ce débat global qui a également, il y a des attentes vis-à-vis de l'accélération des projets, mais correspond également à des attentes du public concernant la cohérence des politiques publiques, l'impact des projets et l'insertion de ces projets sur le territoire. Donc, d'ailleurs, dans la diapositive suivante, voilà, on va vous partager quelques éléments de retour d'expérience. Alors, non pas directement liés de la mission de conseil sur le débat global, mais également des concertations qui ont eu lieu, puisque j'étais également garante, par exemple, sur la concertation Gravity, donc avec d'autres collègues garants sur les autres concertations, et il n'y avait pas de débat saisine pour le débat global à ce moment-là, mais vu qu'il y avait cette demande du public, finalement, on a travaillé à coordonner ces concertations, par exemple en faisant des réunions communes. Vous voyez là une affiche d'une réunion commune aux concertations sur les projets H2V et Gravity sur le cycle de l'eau. Et également, les garants, on a demandé aux maîtres d'ouvrage finalement des informations pour informer le public sur les impacts cumulés. Donc, le petit graphique que vous voyez sur la droite, sur les volumes de remblais, au fond, représenter les volumes cumulés de remblais nécessaires aux trois projets Carbone, H2V, Gravity. Également des informations, par exemple, à la métropole concernant le logement. Donc, au cours de la concertation Gravity, la métropole a pu répondre sur l'actualisation de ses prévisions dans le PLH avec finalement 4000 logements supplémentaires à construire si les trois projets étaient confirmés, au-delà des 5100 déjà prévus dans le PLH. Donc, au cours de ces concertations et de celles qui se sont poursuivies, au fond, il y a eu des demandes réitérées de clarification et d'information sur les impacts sur l'insertion de ces projets sur le territoire. Et en même temps, c'était intéressant d'expérimenter des réunions communes à plusieurs projets, d'expérimenter le rassemblement de ces informations sur les impacts cumulés, qui sont des choses qui sont au fond attendues dans un débat territorial. Donc j'en reviens maintenant, débat global ou débat territorial finalement, puisque c'est à l'échelle d'un territoire. J'en reviens au débat global. Et aux autres questions que l'on s'est posées dans la mission de conseil. Donc, une autre question qui a déjà un peu été traitée. Au fond, quel cadre est proposé par la loi Industrie verte? Donc là, je ne vais pas revenir sur la présentation qui vont être faites et quelles modalités de saisine de la CNDP. En effet, sur le territoire, il parle des acteurs, beaucoup en fait, des questionnements, des craintes, des interprétations divergentes. Aussi, bien sûr, dire, mais c'est quoi cette usine à gaz, en fait? Est-ce que, j'ai vu une question dans le chat qui posait également la question, au fond, quel intérêt pour pour les porteurs de projets d'être dans un débat global? Enfin voilà, qu'est-ce que cela signifie? Donc, il y a eu vraiment des retours par rapport à ça, une demande de clarification de certains points qui ont donné lieu à une note par la CNDP. Alors, en particulier, je présenterai un seul point ici sur une question qui a été posée, sur la question de la saisine individuelle. Donc là, également, avec un enjeu d'éviter des recours ultérieurs. En l'état, finalement, ce qui apparaissait, c'est que les saisines individuelles restaient nécessaires, au fond, par les porteurs de projets. Mais en même temps, le débat global permettait de simplifier, cela a été dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un dossier complet. Le porteur de projet industriel va présenter son projet, mais toutes les questions qui sont posées habituellement dans un dossier de saisine concernant le territoire, là, relèveraient finalement de là où les personnes publiques qui pourraient saisir et porter ce débat global. Donc voilà ce point-là. Et pour la question qui était posée sur la structuration d'un dossier de saisine, donc à l'issue de cette mission de conseil, on a fait des propositions de ce que pourrait être un dossier de saisine pour un débat global. Voilà, ça figure, mais je ne rentrerai pas ici dans le détail.
je passerai à la dernière diapositive et à d'autres questions qui se sont posées, au fond, sur quelles personnes publiques porteuses, comment on délimite un territoire, voilà, le territoire délimité homogène, quelles limites, également quels projets inclure. Vous voyez, ça rejoint des questions qui ont déjà été posées. Et là, je vais souligner quelques recommandations qui sont sorties de cette mission de conseil, à nouveau sur un cas spécifique, hein, le territoire autour des projets, ou les territoires autour des projets autour de Fos-sur-Mer. Donc, tout d'abord, l'opportunité d'un coportage, ça a été dit précédemment dans le décret, cela pourrait être un portage préfecture-métropole, mais sur ce territoire, en tout cas, ça paraissait intéressant d'avoir un coportage préfecture GPMM, c'est le grand port maritime de Marseille et métropole, ex-Marseille-Provence, avec ce qui pourrait être un dossier commun, une équipe de projet, mais chaque personne publique garde bien sûr l'autonomie de ses décisions. Et cela ne prive pas non plus d'associer d'autres acteurs au financement du débat. Voilà, c'était des points qui sont sortis, puisque cette question du portage d'un débat global et quels moyens on se donne pour le porter, constituer le dossier de saisine, puis plus tard éventuellement constituer un dossier de débat ou de concertation selon ce qui est choisi. Donc voilà, ça pose ces questions. Sur la deuxième question de la définition du territoire délimité homogène de sa vocation, alors cette question, elle est sensible, puisque au fond, cela va conditionner ensuite l'instruction des saisines ultérieures, c'est-à-dire que des projets qui arriveraient après BAB global pour être en quelque sorte ne pas avoir besoin de reconduire une concertation ou un débat, devront expliciter en quoi ils s'inscrivent bien dans la vocation du territoire qui aura été débattu à l'occasion d'un potentiel débat global. Je ne sais pas si c'est clair là, n'hésitez pas à revenir sur les questions, je m'aperçois que dans mon explication, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment ce point-là qui est important, bien clarifier le périmètre avec plusieurs scénarios possibles, y compris sur FOSS ou avec des acteurs qui nous ont proposé différents scénarios et on a pu en discuter. Également différents scénarios qui peuvent s'adosser aux informations et aux schémas de planification existants. Puisque l'idée, ce n'est pas de refaire des études à l'échelle de ce nouvel territoire complet, ce qui demanderait vraiment un travail de préparation assez conséquent, mais on peut s'appuyer au fond sur ce qui existe sur le territoire en termes d'études, en termes de schémas de planification, mais avec bien sûr cet enjeu de définir ce territoire et sa vocation qui permet l'instruction après pour la CNDP, d'instruction des projets qui arriveraient dans les saisines dans les 8 ans. Et là, j'en viens bien sûr aux dernières questions, la question des projets à inclure dans le débat. Donc, la question a déjà été posée. Sont les projets L121.8-1, pas uniquement les projets industriels, cela a été dit, mais une recommandation qui sortait donc de notre mission, c'est de considérer l'ensemble des projets du territoire. Et en lien, bien entendu, avec ces questions d'impact cumulé, en fait, de cohérence des projets. Donc, il peut y avoir des projets là qui ont déjà saisi la CNDP, des projets L121.8-1, par exemple, carbone, gravity, H2V que j'évoquais, qui sont déjà passés par le filtre de la concertation préalable. L'idée, c'est de ne pas refaire une concertation sur le projet, bien entendu, mais il y a la nécessité d'une information minimale sur ces projets pour identifier les impacts cumulés. Donc voilà, tout cela peut paraître très lourd en l'évoquant, hein, peut paraître une usine à gaz, puisque c'est dit très rapidement. C'est un nouvel outil, le débat territorial. Ce qui nous est paru, c'est vraiment l'intérêt finalement de ce débat territorial pour répondre à des attentes du public, mais pas que des attentes du public, puisque des maîtres d'ouvrage de projets industriels souvent se posent aussi la question de l'accueil par le territoire de leur projet. Donc ça permet vraiment de répondre à cet enjeu de mettre sur la table les impacts cumulés sur un territoire de ces différents projets et un dialogue vraiment global autour de ces projets, avec une attention, le dernier point sur la diapositive, de l'articulation potentielle de ce débat territorial avec d'autres concertations en cours. Mais ça, à nouveau, c'est tout à fait possible. J'ai évoqué précédemment, par exemple, la tenue de concertations communes, de réunions communes entre deux projets. Voilà, il y a vraiment cette attention aujourd'hui. Je pense qu'une attention qui est assez générale, de ne pas empiler les concertations sur un territoire, mais bien de penser cette articulation. En tout cas, c'est un sujet qui est venu dans des ateliers, des rencontres, des ateliers en présentiel à Toulouse, voilà, mais c'est un vrai point d'attention avec l'idée de saisir en fait cette opportunité d'un nouvel outil de débat global pour donner du sens et répondre à des attentes du public et dans un format le plus, voilà, vous l'avez vu, peut-être ça vous paraît là comme ça assez massif, mais en tout cas le plus pragmatique possible et facilité pour les maîtres d'ouvrage comme pour les personnes publiques porteuses. Merci, n'hésitez pas, je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat.
Je ne sais pas, Audrey, si tu veux répondre à la question d'autres cas d'expérimentation, ou sinon je peux en dire deux mots avec Moi, notre alors, vision j'ai nationale. pas eu le temps de lire les questions vu que je parlais, donc je t'en prie si tu Bah, veux sur notre répondre. vision nationale CNDP, c'est vrai que donc on a mentionné Dunkerque et Fos comme terrain d'expérimentation. Si on reste sur l'industrie, nous les activités qu'on voit, enfin, les territoires qu'on voit assez dynamiques en termes d'industrie, ça peut être Port-Saint-Jérôme, qui est une zone industrielle importante dans la périphérie du Havre. Saint-Avold, qui va être dans l'est de la France, pas loin de la frontière donc allemande, et puis Saint-Nazaire, où il y a beaucoup d'activités autour de ce port et qui s'implantent avec des espèces de hubs qui se créent sur voilà, les flux d'hydrogène, par exemple. Pour aller sur des territoires toujours industriels mais plus anciens, Lac, dans le sud-ouest et du côté des Pyrénées, la zone industrielle un peu ancienne de Lac, ou la zone des Roches-Roussillon au sud de Lyon. Voilà. Après, il faut effectivement avoir à l'idée que si ce texte-là ne mentionne pas, tel qu'il est rédigé, les activités industrielles, ça a été dit au début, hein. Et donc, il mentionne uniquement les projets suffisamment gros pour être dans l'obligation de saisine de la CNDP. Donc, dans le champ des collectivités, puisqu'il a été rappelé qu'elles pouvaient aussi se prévaloir d'essayer de monter, de demander, de regrouper des porteurs de projets et d'aller porter vers la CNDP une saisine globale, les collectivités pourraient être concernées par des projets d'équipement touristique ou de loisirs. Hein, touristiques par exemple, ou de sport. Les équipements de sport importants qui rentrent dans les saisines obligatoires, c'est par exemple des stades. Les équipements touristiques importants qui rentrent dans les obligations de saisine, ça peut être alors, je ne sais pas si on est dans les seuils, mais des marinades ou des choses comme ça, par exemple, hein. Merci. Alors, je vois également, outre des questions sur l'envoi des diaporamas, une question sur le L121-8-2 et sur le fait de savoir comment la CNDP peut-elle être malgré tout ressaisie en chemin durant les 8 ans. Quelles sont les limites du bac? Ouais. Tu veux En répondre, fait, David? On va donner quelques éléments là, Isabelle. Oui. oui, tu pourras. En fait, le L121-8.2, c'est pas dans le champ du débat public global. Donc, c'est les porteurs de projets, ils doivent saisir la CNDP de la même façon qu'ils le font aujourd'hui. Oui, ma compréhension, mais sous le couvert du CGDD, hein, c'est effectivement dans la disposition, il était marqué qu'une fois que le débat global est fait sur la zone, du coup, il y a un effet rémanence et simplification, c'est quand même une mesure de simplification, qui fait que pendant 8 ans, les autres projets qui arrivent sur ce territoire et qui sont en obligation de saisine, eh bien, il a été dit il y aurait il y aurait une dispense globale de débat public ou de saisine, en fait, hein, marqué, hein. Ah, Euh, voilà. En fait, néanmoins, il est prévu que la CNDP, saisie dans les conditions normales, peut toutefois décider, si elle est nécessaire, pour certains des projets mentionnés au deuxième alinéa, enfin, voilà, d'organiser un tel débat. Donc, je pense qu'il faudra à ce moment-là qu'on motive, si on veut, effectivement, on doit être saisi. Enfin, notre lecture, c'est qu'on doit être saisi et qu'il faudra qu'on motive de façon un peu plus approfondie, s'il y a eu un débat précédemment et dans les 8 ans, le choix de, malgré tout, de demander un débat ou une concertation sur un projet nouveau qui est cohérent avec la vocation de la zone et qui arrive dans le délai dans la durée des 8 ans, hein. Pe- Mais, ouais. Peut-être pour illustrer sur Fos, voilà, il y a 5 ans sur Fos, il n'y avait aucun projet de décarbonation. Si, voilà, s'il y a un débat global qui évoque une vocation du territoire avec certains projets, certaines choses, et que dans 6 ans, en fait, on arrive avec des projets qui rentrent pas du tout sur ce qui a été débattu dans le débat global, ça laisse voilà, la possibilité d'instruire. D'où le point qui avait été relevé, l'enjeu en fait pour là où les personnes publiques porteuses, de clarifier au fond dans quel cadre se fait ce débat global en termes de délimitation territoriale et de vocation. À nouveau, du point de vue du droit à l'information et à la participation du public pour vraiment donner les moyens d'informer et de débattre sur les sujets. Et juste, je me permets d'ajouter, effectivement, dans l'exemple que vous donniez, Audrey, mais donc il va falloir saisir la CNDP, le porteur de projet devra saisir et préciser
qu'il est sur cette zone, le territoire délimité, qui a fait l'objet d'un débat public global, etc. Parce que le suivi ne sera pas forcément Voilà. évident en 8 ans. Tout l'enjeu, c'est qu'en fait, quand un projet saisira dans les 8 ans, il se positionnera par rapport à ce débat global qui a eu lieu en disant, regardez, je suis bien, je suis un peu imagée parfois dans les réponses, mais voilà, en gros de dire, voilà, je suis bien dans ce cadre-là. Et finalement, la CNDP instruira cette demande de saisine dans les 8 ans en disant, oui, effectivement ou non, vous êtes bien dans ce cadre. Donc, En fait, juste, enfin, parce que je vois encore des questions, comment la CNDP peut décider s'il y a dispense de saisine? En fait, je pense qu'il y a des incompréhensions, mais bon, c'est normal en fait, parce que là, voilà, on n'avait pas encore le décret publié, donc c'est un peu plus compliqué. Mais enfin, pour essayer de réexpliquer simplement, on a soit les projets qui font bien l'objet du débat public global, qui sont dans le champ, et ensuite tous les projets ultérieurs. Dans le projet de décret, on a bien prévu qu'ils fassent l'objet d'une saisine de la CNDP. Parce que sans ça, la CNDP ne peut pas décider de les rattraper. Si elle n'en a pas connaissance, ce n'est pas possible. Donc le projet de décret, peut-être que ça, on l'a pas précisé, effectivement, prévoit bien que tous les projets ultérieurs, en fait, il y a deux cas de figure. Soit les projets que la CNDP déciderait d'écarter d'elle-même au stade de la saisine par la personne publique, parce qu'elle considère que ces projets ne sont pas mûrs du tout et qu'on n'en sait pas du tout suffisamment pour faire un débat public global, et donc elle décide de les écarter. Et à ce moment-là, ces projets tombent dans le champ du droit commun, c'est-à-dire que les porteurs de projets devront saisir la CNDP comme ils le font habituellement. Et deuxième cas de figure, les projets ultérieurs dont on n'a pas connaissance au moment du débat public global, qui effectivement, de par la loi, bénéficient de cette dispense de débat public, mais cette dispense s'associant à une possibilité de rattrapage de la CNDP, il a bien fallu prévoir quelque chose pour que la CNDP... Donc ces projets sont dispensés a priori, mais il faut quand même à un moment donné qu'ils saisissent la CNDP et la CNDP va vérifier au regard de ce qui s'est passé sur le territoire au moment du débat public global, si ces projets doivent ou non faire l'objet d'un débat public propre ou d'une concertation propre, ou si ce qui a été débattu lors du global est suffisant pour le public. Et je voudrais juste Voilà, répondre j'espère que c'est un peu plus. oui, voilà. à la question de M. Ferrand. Il y a Oui, c'est ça. l'autosaisine de la CNDP. Hein. C'est vraiment les porteurs de projets qui doivent saisir la CNDP. Donc, sinon, Oui, c'est ça risque vrai d'être que c'est compliqué. peut-être un point important et qui n'est pas toujours. En fait, la CNDP ne peut jamais s'autosaisir de quoi que ce soit. Elle est saisie, elle instruit les saisines, et ça a bien été dit dans la présentation initiale du CGDD. Voilà, sur les saisines obligatoires, c'est soit débat public, concertation ou rien. Et justement, en fait, finalement, le fait de ne pas être exempté, en quelque sorte, ce sera plutôt la CNDP saisie et dit on ne fait rien puisqu'effectivement, votre cas a bien été traité dans le débat global, si on doit le dire de manière résumée. Mais enfin voilà, en tant que délégué régional, c'est une question qu'on nous pose souvent en disant mais vous pouvez pas vous autosaisir de. Mais non, effectivement, la CNDP ne peut jamais s'autosaisir. Elle peut être uniquement saisie par des porteurs de projets. Et même sur le droit d'initiative, qui est voilà, la capacité à certains acteurs à saisir l'autorité publique pour demander plus de concertation sur les projets qui sont justement dans le champ de saisine non obligatoire, ce n'est pas la CNDP qui s'autosaisit, c'est bien l'autorité publique qui ensuite vient vers la CNDP. Je ne sais pas si le droit d'initiative est connu ou pas des personnes autour de l'écran, mais voilà, c'est un autre. Si on a un droit à la participation assez riche et qui gagne à être connu. Il nous reste encore 7 minutes. Quid de la possibilité d'un débat territorial global hors 121.8? Alors, moi, j'ai envie de dire, en tout cas, en l'état, le texte de loi permet à une personne publique de faire saisir la CNDP
pour un débat global avec ou sans projet 121.8-1. Voilà, une personne publique ou plusieurs peuvent très bien dire, bah, nous, on a intérêt à faire un débat global, faisons-le et collectons les informations sur les projets du territoire, même indépendamment du fait que des porteurs de projets individuels saisissent de manière concomitante la CNDP parce que eux seraient soumis à ces innovations. Enfin, voilà. Patrick, je ne sais pas si, Oui, non, en mais tout cas, de la mission sur FOSS, c'était quelque chose qui sortait vu les attentes en fait du public par rapport La à. mesure qui est inscrite, elle est intéressante parce qu'elle voilà, elle met en lumière cette possibilité et d'avoir une approche globale pour regarder tous les aspects cumulés sur les emplois, sur le territoire, sur les aspects environnementaux, sur la mode. Donc c'est très intéressant. Si ça n'existait pas, il faudrait effectivement que les porteurs de projets en aient conscience sous l'égide d'une collectivité, etc., et de façon volontaire saisissent donc du coup individuellement mais concomitamment la CNDP. À partir de là, ça nous arrive de temps en temps, hein, voilà, quand on voit deux, trois projets, on leur demande de se grouper, leur calendrier, etc. Nous, du coup, on instruit des procédures individuelles, séparées, mais on va les attribuer à un binôme de garant, un trinôme, qui va être le même sur chaque procédure, et on va caler les calendriers. Donc, faire des procédures individuelles, mais coordonnées dans le temps, coordonnées par les mêmes garants, ce qui nous permettra d'avancer avec cette image un peu globale de ce qui se passe. Audrey Richard a mentionné tout à l'heure en montrant le cas de H2V et de FOSS avec parce qu'aujourd'hui ces débats globaux on n'en a pas eu. Néanmoins, j'ai vu que sur certains projets à FOSS où on s'était amusé, les garants s'étaient pas amusés, mais je veux dire on avait mis en place un système pour montrer au public les impacts cumulés qu'avaient sur le territoire les projets sur certains facteurs. Donc voilà, c'est pour dire que c'est possible, mais à ce moment-là, il faudrait que les porteurs de projets se prennent par la main et coordonnent leur calendrier. Et juste parce qu'effectivement, c'est vrai que les projets qui sont dans le cadre du 1 du L121.8, c'est une saisine obligatoire. Pour les autres, ce serait une saisine facultative. Donc, en fait, c'est le porteur de projet qui décidera. Effectivement, il a sûrement plus d'intérêt à saisir la CNDP, ça c'est sûr, plutôt que de faire sa concertation seule. Mais dans la loi, ça aurait été difficile de créer une obligation différente de ce qu'il y a dans le. Enfin, ça aurait été vraiment très compliqué si on avait mis que les projets à saisine facultative devaient faire partie du débat public global. Oui, voilà, ma réponse était finalement dans le cadre plutôt en tant que garante, voilà, à l'écoute des territoires et des demandes aussi du public et de souligner à nouveau l'intérêt de ces débats territoriaux ou globaux pour traiter de questions et de demandes fortes et qui rejoint également des préoccupations des maîtres d'ouvrage aujourd'hui lorsqu'ils arrivent sur un territoire avec un projet. Et pour répondre, du coup, peut-être il y avait une question. Voilà, il n'y a pas de seuil financier pour la saisine de la personne publique sur un débat global, en fait. Là, c'est pas, vu que ce n'est pas une saisine obligatoire. Alors si, C'était, pardon, pardon, la alors dernière juste, question mais je vous laisse juste, peut-être préciser. oui, peut-être pour préciser quand même, parce que le débat public global, il s'applique aux projets qui relèvent du L121.8.1. Voilà, donc après, enfin, ça c'est vraiment le cadre de la loi. Donc tous les projets qui feront l'objet de ce débat public global, c'est des projets qui sont dans les seuils du R121-2, ou je ne sais plus, enfin les seuils de la CNDP et qui relèvent de la saisine obligatoire de la CNDP. Euh, voilà, donc en fait, juste par rapport à la question, quid de la possibilité d'un débat territorial global hors L121-8, l'article 5 de la loi Industrie verte codifiée au L121-8-2 porte bien sur des projets qui relèvent non seulement du 121-8, mais du L121-8-1, c'est-à-dire les projets saisine obligatoire. Ça, c'est voilà, juste le cadre de la loi. Oui, pardon, ma réponse n'était pas forcément. C'était pour dire ça peut Oui, très bien relever d'une saisine. Vous savez, enfin, Patrick a bien présenté les missions de conseil et les saisines de la oui, CNP sur une mission de tout à conseil. fait. Donc, une personne ou plusieurs personnes publiques qui voudraient porter un débat territorial ou global peuvent très bien saisir la CNDP dans ce cadre-là de mission de conseil. Pardon, Oui. du raccourci. c'est Voilà, ça. c'était important de Mais c'était clarifier. juste pour la Oui, question qui oui, était posée oui, dans oui, le oui, chat. oui, Je ne oui. voulais pas qu'il y ait de malentendu. Désolée, merci d'avoir clarifié. Encore une dernière petite question.
peut-être on aura le temps même d'en reprendre une dernière encore. Le débat global peut être pertinent pour anticiper un projet global de développement sur un territoire, même s'il n'y a pas encore de projet identifié, c'est pas vraiment une question. On a derrière, si je comprends bien, de Madame Domicile d'État d'Esprit, qui nous dit, si je comprends bien, dès que le décret est promulgué, Fos et Dunkerque relèveront du débat global. Pourront relever du débat global s'il y a une saisine. Oui, Mais voilà. Et oui, c'est une Et ce sont possibilité. des cas qui ont été identifiés a priori comme rentrant dans ce cadre, mais ça ne veut pas forcément dire que Fos et Dunkerque le feront. Tout dépendra de la volonté pardon, des porteurs de projets et donc des collectivités, du préfet localement. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui doit se faire de manière partagée entre les acteurs du territoire, comme Madame Richard l'a mentionné à l'instant. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose, il y a un aspect, c'est une possibilité, une démarche volontaire qui doit être partagée entre les acteurs publics et privés sur un même territoire. Donc nous verrons si localement ils s'en saisissent. Sur la question peut-être mais de dire s'il n'y a pas de projet, on peut quand même anticiper un débat global. Disons que l'article de la loi, il n'est pas tout à fait rédigé comme ça. Il faut qu'il y ait des projets. Et à partir du moment où il y a des projets qui sont dans le cadre du grand 1, comme on l'a dit, donc du S121.8, donc des obligatoire, à ce moment-là, la question se pose de savoir si au lieu qu'ils viennent voir individuellement la CNDP, la personne publique organise une saisine globale. En l'absence de tel projet, bon, alors après, voilà, la loi, n'offre pas la possibilité d'un débat global en l'absence de tel projet. Après, si un préfet ou préparer le terrain et veut réfléchir avec une mission de conseil, bon, voilà, c'est toujours possible, mais en tout cas, c'est indépendamment de la loi. Je ne sais pas si ça répond à la question, hein, mais voilà. on a peut-être une dernière question. Patrick, je ne sais pas si vous pouvez la Sur voir. l'évaluation et le délai pour cette évaluation, il n'y a pas formellement de disposition dans la loi qui prévoit cette évaluation, que ce soit pour la consultation parallélisée dans le cadre de l'autorisation environnementale ou pour les débat public global. Mais forcément, on regardera la manière dont tout ça est appliqué, notamment ce nouvel outil que le débat public global. S'il y a des choses à améliorer, si les personnes publiques et les porteurs de projets s'en sont saisis ou pas. Et de même pour la participation en aval sur les modalités de fonctionnement, l'articulation de l'instruction et de la consultation du public. On regardera ça attentivement. Mais oui, oui, on le fera, et même si ça n'est pas formellement prévu dans la loi. Je pense qu'on arrive à la fin de cet atelier mené par la CNCELE, la CNDP et le CGDD. Je voulais avant tout vous remercier, donc les intervenants, les participants pour ces échanges et ces présentations qui étaient très riches. Les replays et les présentations PowerPoint vont être disponibles très rapidement, en plus d'un compte-rendu qui est fait directement par Clémentine, ici présente. Merci beaucoup. On vous attend donc nombreux pour les prochaines sessions qui auront lieu dès 10 heures demain, le 5 juillet, où vous allez pouvoir découvrir de nouveaux formats, des ateliers participatifs notamment. Il reste encore certaines places, on a enlevé certaines jauges pour des ateliers, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je rappelle également que les événements Décider ensemble se poursuivent tout au long de l'année, avec notamment d'autres webinaires, de nouvelles publications qui arrivent très bientôt, et notamment les candidatures au prix de la participation ex-trophée de la participation, qui sont ouvertes jusqu'au 31 juillet. Donc n'hésitez pas à postuler pour faire connaître et faire récompenser vos démarches de participation. C'est très important. Ne manquez pas non plus nos rencontres 2025 qui arrivent très très rapidement du 17 au 19 mars à Strasbourg si les participants n'étaient pas encore au courant. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une agréable fin de journée et on se retrouve peut-être dans d'autres ateliers. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Merci.